Donc, au nom de Madame Samir Kamarti, directrice de la Bibliothèque nationale qui est en mission, j'ai le plaisir de vous accueillir à la Bibliothèque nationale et je suis heureux d'accueillir notamment M. Pierre Corval, administrateur du Collège de France, M. le conférencier Cheid et tous nos amis et tout le public présent. Je vous remercie pour cette assistance et je vous espère une conférence qui va vous ajouter bien évidemment du savoir. Merci. Merci beaucoup de vos paroles d'accueil. Avant de donner la parole à mon collègue, le professeur John Scheid, qui va vous parler des hommes artificiels en Grèce et à Rome, je souhaiterais vous dire quelques mots du Collège de France, dont j'ai la charge à l'heure actuelle. Alors, le Collège de France est une institution assez unique qui se trouve à Paris, en plein quartier latin, et qui a une longue histoire, puisque le Collège de France a été créé au XVIe siècle, au moment du début de la Renaissance, par François Ier, avec une devise extraordinairement ambitieuse qui était de tout enseigner. Tout enseigner à qui? Tout enseigner en fait à un public qui était très varié dans la mesure où tout le monde était admis à écouter, participer au cours des professeurs du Collège de France qui s'appelait à l'époque le Collège royal. Donc les lecteurs royaux enseignaient ce qui n'était pas enseigné ailleurs, et notamment le grec, l'hébreu, les mathématiques. Très vite, je donnais aussi, il y a eu une chaire d'arabe, il y a toujours eu une très grande tradition dans ce domaine au Collège de France. Enseignement donc ouvert à tous et qui n'était sanctionné par aucun diplôme à la fin d'une série de cours. Et enfin, ce qui se passe, et c'est toujours vrai, chaque cours de chaque professeur diffère d'une année à l'autre. Autrement dit, nous sommes chaque année soumis à un stress effroyable qui est de proposer un cours nouveau à nos auditeurs. Il y a 56 chaires qui couvrent pratiquement tous les champs de la connaissance, depuis les mathématiques jusqu'à la philosophie, si on veut prendre une échelle kantienne des sciences. Mais aussi, nous avons des chaires annuelles, tournantes. Nous avons 4 chaires, 3 vous sont indiquées ici. Une chaire de création artistique, par exemple, une chaire d'une année qui a été ouverte par Christian de Pozan-Parc, architecte. Une chaire d'innovation technologique, Liliane Bettencourt, qui nous a permis de traiter des biotechnologies l'année dernière et cette année de l'informatique. Une chaire savoir contre pauvreté, dans la mesure où nous pensons qu'il peut être intéressant d'avoir un enseignement porté sur ce grand domaine où, en faisant participer des collègues qui sont des acteurs de terrain, nous pourrons apprendre et faire diffuser un savoir pour lutter contre la pauvreté, en prenant comme thème, par exemple, le microcrédit, une année, la démographie médicale, une autre, etc. Cette diffusion du savoir, nous le faisons physiquement au Collège de France, en accueillant plus de 120 000 auditeurs par an dans des salles de conférence, avec notamment ce superbe amphithéâtre Marguerite de Navarre. Mais nous avons en même temps, quelquefois, 4 ou 5 professeurs qui font cours. Nous avons aussi établi, pour aller au-delà du quartier latin, bien sûr, nous avons établi des conventions internationales qui nous permettent d'effectuer un certain nombre de conférences ou d'enseignements en dehors de Paris. Et c'est ainsi que nous sommes particulièrement heureux d'être accueillis aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la Bibliothèque nationale que je découvre avec grand plaisir. Moi, on en avait parlé l'année dernière, Claude Agege et Cohen Tanouji en avaient dit beaucoup de bien. Donc nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Heureux aussi de la coopération qui se fait grâce au service culturel de l'ambassade, qui est d'une remarquable efficacité. Donc nous avons à peu près 17 conventions internationales, celle-ci étant certainement une convention phare et montée grâce à notre ami John Scheid qui va parler tout à l'heure aujourd'hui. Nous pouvons inviter des professeurs, soit à passer un an, soit à donner une série de conférences. Nous pouvons inviter des plus jeunes à un séjour postdoctoral et nous avons environ une vingtaine de postes que nous pouvons offrir à des chercheurs pour effectuer un postdoc. Il existe au Collège de France même, dans nos locaux, une recherche dans le domaine de la chimie, de la physique
et surtout de la biologie, mais la recherche en physique et en chimie va s'étoffer grâce à l'ouverture d'environ 16 000 m² supplémentaires de locaux qui vont être rénovés, 8 000 m² l'année prochaine et 8 000 autres m², je l'espère, en 2010-2011. Mais déjà, comme vous le voyez, nous pouvons accueillir un grand nombre de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens. Nous pouvons donc ainsi non seulement enseigner, c'est ça notre but, enseigner ce qui se fait de plus nouveau en matière de recherche, mais même faire la recherche même au Collège de France. Nous la faisons dans le domaine des sciences exactes, mais nous le faisons aussi dans le domaine littéraire, dans la mesure où nous avons, ou historique, dans la mesure où nous avons un grand nombre de bibliothèques, des bibliothèques spécialisées dans différents domaines, comme par exemple l'anthropologie sociale, comme par exemple aussi dans le domaine des instituts d'Orient. Nous avons des bibliothèques remarquables en égyptologie, en Proche-Orient ancien, sur le monde de Byzance, sur les études turques, sur les études ottomanes, sur les études islamiques. Nous avons un institut d'Extrême-Orient sur la Chine, le Tibet, le Japon, la Corée. Bref, nous avons un nombre de documents qui représente environ 500 000 documents, qui est donc très important et que nous mettons à la disposition des chercheurs et de nos collègues professeurs. Nous voulons aller encore au-delà de façon à pouvoir rendre accessibles les connaissances à tous en jouant sur les moyens de communication. Je voudrais terminer très brièvement par là en disant que nous avons un de nos collègues qui s'appelle Pierre Briand, titulaire d'une chaire consacrée aux études perses du temps de l'époque achéménide et qui a ouvert un musée virtuel sur lequel on peut facilement, je dirais, s'instruire en parcourant ce musée et en découvrant ainsi des pièces qui sont uniques dans la mesure où elles proviennent de différents musées dans le monde, de différentes collections qui ne sont pas exposées dans les 10 musées, et donc avoir ainsi accès à, je dirais, une connaissance complète pour ceux qui le souhaitent, et pour les chercheurs notamment, mais aussi pour un public moins averti, de cette époque achéménide qui représente vraiment, je pense, un travail extrêmement intéressant, unique, il n'y a pas d'équivalent dans le monde à l'heure actuelle, et que nous voudrions, dans la mesure du possible, ouvrir dans d'autres secteurs des connaissances pour lesquelles le collège a une grande expertise, une longue histoire. Mais aussi, il nous a semblé important de travailler sur notre site web, sur le site web du Collège de France, dont vous avez l'adresse électronique simple à se rappeler en bas. Ce site web est un site qui permet non seulement de savoir ce qui se passe en matière d'enseignement, de recherche, etc., mais aussi, vous avez un petit onglet, là vous voyez avec une petite lampe violette où il y a marqué podcast audio, et je vous conseille vivement d'aller tout simplement cliquer, c'est gratuit, c'est le Collège de France, c'est facile d'accès, c'est le Collège de France, et vous pouvez donc télécharger sur votre iPod, vous savez, ce baladeur enfin moi j'ai appris ça il y a peu de temps grâce à mes petits-enfants, ou pratiquement à mes petits-enfants, et donc vous pouvez avoir le Collège de France en poche. C'est ce que j'ai ici pour écouter, car je ne peux pas malheureusement écouter les cours de tous mes collègues. C'est donc une possibilité pour vous demain, tout à l'heure, de pouvoir continuer ce lien que nous allons établir. Et c'est très important parce que nous réalisons d'abord qu'il y a maintenant environ 100 000 connexions par mois sur notre site web, avec donc un téléchargement extrêmement important. Et en matière de podcast, nous sommes pratiquement 8 parades, dans la mesure où nous avons à l'heure actuelle 1 million de téléchargements en 6 mois, alors que nous étions qu'une quinzaine à mettre nos cours, si vous voulez, en ligne pour être téléchargés, ce qui est absolument considérable. Et quand on regarde, si vous voulez, dans le classement sur la rubrique enseignement de iTunes, qui est un des sites de téléchargement possibles, qu'il s'agisse de l'histoire, du droit, de la littérature, de la philosophie, et même de la biologie, qui est quand même un petit peu difficile à suivre, eh bien le Collège de France est aux 8 parades. Et même si on regarde de façon encore plus large, le Collège de France se situe en 9e position à l'heure actuelle de tous les sites téléchargeables qui se trouvent à l'heure actuelle sur les sites comme iTunes, Podemos, etc. Et se trouve même, alors je disais ce matin, histoire de plaisanter, c'est peut-être une mauvaise plaisanterie, mais enfin nous sommes avant les grosses têtes de RTL, qui est une émission très populaire en France. Voilà,
pour vous dire que nous pouvons être fiers d'avoir des têtes qui surpassent en quelque sorte les grosses têtes de RTL. Nous sommes aussi avant le journal télévisé de TF1, etc. Donc je veux dire par là, ce n'est pas tellement de vous montrer ces classements, mais pour nous, c'est un très fort encouragement à faire encore plus, c'est-à-dire à les rendre encore plus conviviaux, si possible, à faire en sorte que ces podcasts soient audio-vidéo. Avec les nouvelles techniques, ceci est possible. Et d'autre part, c'est aussi pour nous un très grand encouragement de voir à quel point, d'ailleurs vous le témoignez ici en étant nombreux, à quel point il y a une soif de savoir, d'apprendre, de connaître plus. Et nous sommes là pour ça, c'est notre métier, et nous le faisons avec plaisir. Et John Shade, j'en suis sûr, va vous ravir aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir, je suis Laurence Agnoer, je suis la nouvelle conseillère culturelle auprès de l'ambassade de France en Tunisie. Je vais juste vous dire quelques mots pour peut-être vous rappeler à ceux, ou informer ceux qui ne le savent pas, le contexte dans lequel nous avons mis en place ce cycle de conférences avec le Collège de France, avec le soutien donc, de l'Académie des sciences et de la Bibliothèque nationale de Tunisie. Il s'agissait pour nous, dans la droite lignée de ce que vient de vous expliquer le professeur Corvol, de diffuser la culture scientifique. Donc en répondant à la demande qui existe en France, dans le monde, et que nous avons aussi senti en Tunisie, il s'agissait de mettre en valeur ce qui se fait en France, de mettre aussi en valeur par la même occasion l'aspect recherche, l'aspect scientifique de ce que nous faisons à l'Institut français de coopération. Et donc c'est une opération qui a très bien fonctionné l'année dernière et que nous avons le plaisir, je dirais la grande fierté de renouveler cette année avec un nouveau cycle de conférences. Alors cette année, vous aurez la possibilité de venir entendre de grands professeurs dont je vais vous donner les noms, parler sur des sujets extrêmement variés. Aujourd'hui, la religion romaine, ou plutôt les religions romaines, demain la médecine, de l'anthropologie, de la recherche en biomédecine également. Donc vous pourrez entendre en fait le professeur Lyons au mois de février pour un sujet sur les mathématiques, le professeur Changeux qui est la personne qui a synthétisé en fait dans un ouvrage intitulé L'homme artificiel ce cycle de conférences du Collège de France qui était en fait le cycle d'ouverture en 2006 du Collège de France en France. Donc vous avez l'ensemble de ce qui a pu être fait en France dans cet ouvrage et nous aurons la chance d'avoir le professeur Changeux ici à Tunis. La professeure Nicole Ledouarin, qui est également secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Et enfin, sans doute, la professeure Françoise Héritier, qui est titulaire de la chaire d'études comparées des sociétés africaines. Donc, vous voyez un petit aperçu qui vous donne à la fois la diversité des personnes que nous aurons la joie d'accueillir et également la diversité des sujets sur lesquels vous pourrez vous informer. Alors, nous sommes très reconnaissants à la Bibliothèque nationale de nous accueillir cette année encore. Nous avons souhaité, dans ce cycle, avoir deux aspects. Un aspect pour un public spécialisé, entre guillemets, qui donc a lieu à l'Académie des sciences, et puis pour un public tout aussi averti, mais un peu plus large, à la Bibliothèque nationale, donc qui est la deuxième conférence de chaque conférencier. C'est à celle-ci que vous assistez ce soir. Donc je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Corvol, donc administrateur du Collège de France, pour cette présentation, pour sa conférence de demain, à laquelle, bien évidemment, je vous incite à assister également, même si c'est un sujet qui ne correspond pas au départ au sujet sur lequel vous pouvez vous sentir concerné ou être spécialiste. Comme vous l'avez entendu, le Collège de France a pour vocation d'enseigner tout à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, même si les sujets ne sont pas au départ peut-être vos sujets de prédilection. Et puis évidemment, je remercie le professeur John Shade qui va intervenir ce soir, ainsi que Aïcha Benabed, qui est donc à l'Institut national du patrimoine, chargée de recherche, directrice de recherche, avec laquelle nous avons le plaisir de travailler à l'Institut français de coopération. Je vous souhaite une très bonne conférence. Alors, c'est à moi qu'échoit l'honneur de présenter la star du jour, pour la deuxième fois. Donc, John Shade, que vous connaissez sûrement de réputation. John Shade est actuellement titulaire de la chaire Religion, institutions et société de la Rome antique. De cela, il a été élu après
la retraite du professeur Paul Veyne. John Scheid a une carrière scientifique extrêmement riche. Il a commencé par être élève à l'École française de Rome, où il a commencé à faire ses armes d'archéologue. Et puis, il a été pendant plusieurs années directeur de la section des sciences religieuses à l'École pratique des hautes études. John a fouillé sur plusieurs sites. Je n'en citerai que les plus importants. La Maliana à Rome, qui l'a rendu célèbre, entre autres, et l'autre site qui l'a rendu encore plus célèbre et qui est Jbel Oust. Jbel Oust, nous avons commencé notre collaboration avec John il y a une dizaine d'années, lorsque l'École française de Rome, avec à sa tête alors le professeur Vaucher, a voulu ouvrir une ère nouvelle de collaboration avec l'Institut national du patrimoine et de commencer à travailler sur un site avec un groupe, avec une problématique donc scientifique intéressante. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais liée aux gens de l'école française. J'étais aussi, je travaillais sur le site de Jbel Oust. Et c'est comme ça que lorsque l'école française avait proposé à John de venir travailler à Jbel Oust, il n'a pas dit non. Et ça a été le début d'une grande collaboration qui dure toujours, j'espère qu'il durera encore. Cette collaboration, la fouille a été, donc elle se passe pour le côté français sous les auspices de l'École française de Rome, mais depuis 2000, il y a un financement du ministère des Affaires étrangères français qui nous permet donc de travailler 1 mois, 6 semaines par an, dans le cadre d'un groupe de recherche pluridisciplinaire. Donc, c'est ainsi que depuis 10 ans, j'ai appris à connaître le savant que je respectais de réputation, mais que j'ai appris à respecter dans sa modestie, dans son honnêteté intellectuelle, dans ses connaissances extraordinaires, dans sa générosité pour les étudiants et pour les collègues et les jeunes collègues, que j'ai appris aussi à discuter, entamer à un certain nombre de problèmes qui sont en rapport avec la fouille de Jbel Oust. J'ai aussi appris à apprécier l'intérêt de John pour le devenir du site une fois que la fouille a été terminée. John s'est dès le début passionné pour savoir comment on pouvait monter un projet de restauration et de mise en valeur pour pouvoir ouvrir ce site et pour pouvoir interpréter toutes les recherches et les résultats de ces 10 années ou peut-être 15 années de fouilles. Donc, en compagnie d'un certain nombre de savants, dont Henri Broise qui travaille sur les termes, de Catherine Balmel et moi-même qui travaillons sur la résidence, donc l'habitation, la problématique de Jbel Oust est très complexe. Et donc, c'est dans ce groupe-là qu'un certain nombre d'étudiants tunisiens et français ont venu faire leurs armes. Et là, je voudrais rendre hommage aussi à John, parce que dès le début, j'ai vu son comportement par rapport aux Tunisiens et aux Français. Il avait autant d'exigences avec les uns qu'avec les autres. Et c'est vraiment un effort envers ces jeunes pour les porter et pour placer la barre très haut. Donc vraiment, pour ceci aussi, j'ai envie de lui dire merci. J'ai envie aussi de lui dire merci pour son attachement à ce Jbel Oust, à ce village de Jbel Oust qui pour moi est un bled perdu, mais pour lui c'est le centre du monde, et il se dit très souvent que pourquoi pas une retraite paisible à Jbel Oust, c'est pas mal, je le laisse juge, et chacun a ses goûts. Donc avec John, cet intérêt, j'espère que de plus en plus son contact avec la Tunisie se continuera au-delà de Jbel Oust, et que d'autres étudiants viendront s'intéresser à l'histoire romaine et travailleront avec John, qui est toujours ouvert, qui est toujours là pour... il ne dit jamais non, de toute façon, pour tous ceux qui veulent travailler avec lui, et c'est peut-être ça son point faible.
Voilà donc le John qu'on aime, le John qui est un peu, bon, il est luxembourgeois, il est français, mais il est italien peut-être, mais enfin il est tunisien maintenant, je crois qu'il est un peu beaucoup tunisien, il est un peu beaucoup parmi nous. Donc John a publié plusieurs articles, comme vous en doutez, plusieurs livres, et je vais en citer quelques-uns, vous l'avez de toute façon dans la présentation, mais enfin il s'est adressé au grand public dans le cadre d'un certain nombre d'ouvrages, dont le Collège des Frères Arval. Il a également écrit « Religion et piété à Rome ». Il a écrit « La religion des Romains ». Il a écrit également « Qu'enfer, c'est croire les rites sacrificiels des Romains ». Et là, récemment, il vient de publier « Métier de Zeus, mythe du tissage dans le monde gréco-romain » avec Jesper Svembro. Et là, nous espérons publier Jbalust, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, très prochainement. Il va nous entretenir cet après-midi des hommes et des femmes artificiels. Je dois dire que quand j'ai vu le titre, je dis mais vraiment John, il est original au moins. Mais enfin, là, vous allez voir, donc, entre le Pygmalion, entre Dédale, entre Héphaïstos, vous allez voir, il y a de quoi réfléchir sur les robots dans l'Antiquité. Merci à toi, John. Merci, John. Je suis impressionnée, je pense, comme tous ceux qui sont ici cet après-midi pour cette riche démonstration qui nous plonge dans les mythes fondateurs et donc qui nous ouvre des perspectives sur le développement de la création, de voir que finalement, tout compte fait, il n'y a que les dieux qui sont créateurs. Je suis très intriguée, on en parlait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas quand même assez d'images pour illustrer un peu ces mythes, ni sur les mosaïques, ni peut-être, je ne sais pas, sur la peinture, mais sûrement, enfin pas fréquemment. Et là, je suis sûre que la salle est impatiente de poser des questions et puis d'enrichir le débat. Oui, je peux tout de suite, pendant que les collègues et auditeurs prennent courage, dire qu'effectivement, c'est très étrange. J'ai cherché, évidemment, et notamment dans les images tunisiennes, les mosaïques, des représentations de Talos, de Pygmalion. C'était un Pygmalion, rien. Moi, je n'ai rien vu, ni dans les vases grecs, ni dans nos tapis mosaïqués. Pourtant, c'est le frère de Didon. Hein. Absolument, non, c'est étonnant. Donc, si vous en trouvez, signalez-les-moi. Mais dans les recueils, j'ai bien regardé, on n'en connaît pas. Talos, il y a cette représentation-là, mais c'est aussi pratiquement une des seules. Des Pandora, il y a quelque chose, mais c'est très difficile. Et tous les autres automates dont on a parlé, les servantes en or, Héphaïstos, il y a tout, mais jamais cela. Donc, c'est des problèmes qui sont plus philosophiques, je crois, et mythiques. Oui, parce que des mythes, enfin, on en trouve quand même, et même des mythes extrêmement complexes. On les voit représentés en images, mais pas ces mythes-là. Ce ne sont pas des problèmes, je crois, que le commun des mortels se posait. C'était vraiment les artistes, les philosophes, les intellectuels se posaient. Et ils n'avaient pas besoin d'images. Oui. Des fois, on remarque que les images sont extrêmement complexes aussi. Ouais. Oui. Alors, l'homme artificiel. La création. Parce que vous voyez que les anciens, c'est ça l'intérêt. L'homme artificiel, c'est la création de la vie, finalement, de quelque chose d'animé et d'autonome. Et les anciens vont très loin. On peut, comme jusqu'avec Talos, avec sa veine unique, arriver très très loin. Ils ont l'air vraiment vivants, mais ils n'ont pas la vie. Il faut l'intervention d'une divinité. Parce que ça, ce n'est pas dans le pouvoir. Sauf pour Dédale, quand même. Dédale, non, il n'y a pas... Enfin bon... Dédale, c'est un problème parce qu'il fait des choses extraordinaires, comme certains peintres aussi qui font des tableaux tellement vrais qu'on a l'impression que le personnage va s'enfuir du tableau. Mais, comme Françoise Frontisy le dit,
on a quand même l'impression que là, on est dans la rhétorique. On dit simplement que c'est si vrai qu'il faut pratiquement les enchaîner pour que ces statues ne se sauvent pas. Ce qui correspond d'ailleurs à des pratiques cultuelles dans certains cas. Mais je ne crois pas que Dédale ait la capacité de donner la vie sans divinité. Oui, oui. C'est plutôt une façon de... Comme Socrate, il dit, vos images sont extraordinaires. Et même un Dieu seul, en fait, Héphaïstos, il a fallu quand même la volonté de Zeus. Non, et puis bon, les autres divinités s'y sont mis, c'est vraiment Pandora, une œuvre commune, quoi, aux divinités. Ça, là, on quitte la réflexion, mais c'est toujours l'action encore dont j'ai parlé. Et on est dans le nerf du polythéisme, ce que nous appelons le polythéisme. Un dieu antique, un grand dieu immortel de toujours, peut tout faire, mais il ne peut que cela. Zeus dit « je veux créer Pandora ». S'il n'y a pas, alors immédiatement ça intervient, et ensuite, est-ce que ça donne lieu à la naissance de Pandora? Nous sommes tellement habitués après 2000 ans de Dieu absolu, unique, qui est l'agent unique, qui contrôle tout, que pour nous, ça ne pose pas de problème. Mais pour les anciens qui n'avaient pas du tout cette représentation, Zeus, il donne l'ordre, et il n'est que souverain. Il donne l'ordre. Il faut immédiatement un forgeron divin qui construit la chose. Et ça ne suffit pas, parce que le forgeron divin, il est un artisan. Il peut faire ce que peut faire un artisan, mais il ne peut pas donner la beauté féminine, il ne peut pas donner la ruse, il ne peut pas donner la vie. Il faut d'autres dieux. Et si je continuais, si on s'interrogeait sur Héphaïstos, dans son atelier de potier, eh bien, je pense à l'autre petit poème, il y a une vingtaine de petites divinités esclaves autour de lui qui ne sont que dans cuisson, chauffage, contrôle de température, refroidissement pour éviter que le pot éclate ou la statue éclate, etc. Donc il y a un peuple de dieux qui est impliqué dans l'action. Ce qui vous montre que les anciens ont des problèmes, ils se posent des questions sur l'action. Comment agir? Jusqu'où va ma volonté? Et puis il y a encore le résultat de l'affaire. Est-ce que c'est la même chose que l'intention? Là, on est en plein polythéisme. C'est comme cela que ça fonctionne. Mais à la fin, on dit c'est Jupiter qui l'a voulu, point. Le polythéisme, c'est un accordéon. Mais dis-moi, John, Héphaïstos, le dieu laid, boiteux, il n'a jamais eu l'idée pourquoi de commencer à se mettre une prothèse, à demander. Ça, c'est les mystères de la mythologie, cela, ils ne l'ont pas pensé. Il est, si, d'une certaine manière, il est tellement laid, le boiteux, divin, il est en quelque sorte figé dans son infirmité, et on ne peut pas, c'est son identité. Mais il se crée des servantes en or, il se crée des machines autour de lui, etc. C'est comme un inventeur un peu fou ou infirme qui invente tout un monde de marionnettes merveilleuses autour de lui. C'est ainsi que la prothèse d'Héphaïstos, ce sont ces servantes en or et ces trépieds mobiles et toute cette animalerie automatique autour de lui. Lui, il peut donner la vie, donc il peut les rendre parfaites. Et je crois le deuxième obstacle à ce qu'il se fabrique une nouvelle jambe, c'est ce problème avec la prothèse qui est très étonnant. On sait qu'il y a des prothèses, on trouve parfois même des dents en bois, etc., sur des squelettes dans les tombes. Il y a des prothèses de toute nature, mais les anciens n'en parlent pas. Les médecins, bizarrement, n'en parlent pas. On a des mythes. Les commentateurs, dans l'Antiquité, un médecin était toujours un intellectuel, un philosophe qui pensait le tout. Et donc, normalement, on les attend dans les commentaires savants des grandes œuvres, Homère, Hérodote, mais on n'en parle pas. La prothèse n'est apparemment pas un problème médical. C'est étrange, alors qu'on sait que ça se pratique. Pour les pauvres trépanés, pardon. Oui. Toute question, est-ce qu'il y avait une représentation d'être asexué? Oui, il y a l'hermaphrodite, évidemment, au départ, mais dans ces histoires, vous avez vu que quand on parle d'être... les hermaphrodites, c'est par la nature que c'est comme cela, aux origines, mais ici, quand on crée des êtres, ils sont toujours sexués. Et on crée surtout des femmes. Alors,
avec toutes leurs qualités, mauvaises ou bonnes. Et alors ces magnifiques statues de Phidias, de Polyclète, c'est vraiment des défauts, quoi. C'est idéalisé, ça ne correspond à rien, c'est une image. Ça, c'est un beau passage aussi. Tous ces textes, bon, je vous ai cité les plus célèbres, où Platon et Socrate réfléchissent sur l'œuvre d'art. D'abord, ce qu'ils nous apprennent, c'est que ces œuvres d'art sont composites. Donc, ils étaient parfaitement conscients que c'était quelque chose, une œuvre d'art est idéalisée, c'est artificiel. Ça peut être idéologique, parce que moi, je connais quand même des êtres humains, notamment du sexe vicieux, qui me paraissent assez proches de la perfection, et je dois l'avouer. Mais je crois que c'est idéologique. La perfection n'est pas humaine. Donc, un corps parfait ne peut être que composite, artificiel. On imite quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir. On tente. On tente. Et le sport, cette civilisation du sport, vous êtes sans doute étonné souvent de voir ces palestres, ces thermes et ces gymnases en Grèce, le mens sana in corpore sano, on fait un esprit artificiel par l'entraînement et le corps lui-même est transformé en corps presque divin par le sport, par la gymnastique, pour arriver au plus près de ce qu'est un dieu dans sa nudité. Je crois que c'est aussi pour cela qu'on représente la nudité. En réfléchissant à cela, on peut toujours se demander pourquoi on représente les dieux nus. Il n'y a aucune raison particulière, sauf qu'ils ont la perfection. Le pauvre Vulcain, on ne le représente jamais nu, d'ailleurs. Il est toujours habillé, parce que c'est un infirme. Il n'est pas beau, justement, et tout son mythe tourne autour de son côté grotesque. Les dieux se moquent de lui, c'est le souffre-douleur au ciel, justement parce qu'il n'est pas comme les autres. Mais il peut faire des êtres, avec l'aide des autres, parfaits. Mais les autres, ils sont nus, et ils se présentent comme ça. Et les hommes, les humains, sont toujours habillés. Quand nous travaillons sur les images, quelles qu'elles soient, nous voyons toujours tout de suite s'il s'agit d'un mythe avec des dieux ou s'il s'agit d'une anecdote humaine, parce que les hommes et les femmes normaux sont habillés. Sauf quand ils font du sport, quand même. Quand ils font du sport, mais justement, c'est le moment où ils imitent au plus près les dieux. C'est là qu'ils sont nus. Ils sont en bikini ou en monokini. En monokini, alors oui, ça, évidemment. Oui. Mais c'est aussi loin qu'ils peuvent aller. Mais là, il y a déjà une limite, alors que nos déesses sont en intégrale. Et il y a aussi quelques hommes arrogants et quelques femmes arrogantes qui se font représenter dans la nudité héroïque. Et regardez, feuilletez les volumes d'époque hellénistique ou romaine, par exemple, les statues en ronde bosse, ou des triomphateurs, des grands aristocrates romains. Ils ont un peu la tête gonflée par leur triomphe et par le succès, se font représenter dans la nudité héroïque, comme nous disons, comme des dieux. Mais alors, les artistes romains, ils n'étaient pas Héphaïstos, ils étaient pris entre leur inclination vers le naturalisme, l'exactitude naturelle, et le corps parfait des dieux, parce que toutes ces représentations grecques des corps, c'est extrêmement artificiel. Le canon sculpturaire grec n'est pas du tout naturel, j'aurais pu le dire. Les beaux corps que nous admirons dans les musées sont des corps monstrueux. Il n'y en a aucun qui correspond à la réalité, parce que c'est des proportions, c'est vraiment une formule mathématique, de géométrie à la limite. Eh bien, quand on voit ces généraux romains avec une tête de quelqu'un qui a abusé du vin et de la bonne chair sur un corps d'athlète, etc., c'est grotesque. Vespasien en nudité, Domitien, c'est pire. On a l'impression qu'on a un vieux clochard sur un corps de Brad Pitt ou des choses comme ça. C'est pas possible. Mais là, on voit le côté grotesque. Ils ne devraient pas être nus, quoi. Ou alors, il faudrait les transformer totalement. Après leur mort, pas de problème. Les empereurs romains, Domitien, c'est après sa mort, ils sont représentés en dieux. Ils sont désormais des petits dieux, mais des dieux. Et à ce moment-là, ils ont le droit d'être nus. Vous et nous sommes habillés, c'est comme ça. Oui, alors je voulais demander à M. Scheid, est-ce que quand il créait des femmes, est-ce que la perfection est recherchée aussi, comme pour les hommes?
nous savons que dans l'Antiquité, les femmes ne faisaient pas de la gymnastique, donc elles ont été exclues. Et si vraiment, pour la création, quelles sont les valeurs qui sont plutôt mises, les qualités des femmes qui sont mises en valeur? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Le corps le plus beau, c'est le corps des hommes. Vous avez compris, les anciens, ils n'étaient pas politiquement corrects du tout, ou ils l'étaient complètement, les femmes, non. Peu à peu, Aïcha parlait des images que nous avons à l'époque hellénistique et romaine. On voit des femmes qui font de la gymnastique, parce qu'il y a et puis chez les Spartiates, même à l'époque plus ancienne, elles le faisaient aussi. Donc il y a des conceptions différentes. Moi, je vous donne comme cela une image. D'après tout ce qu'on voit, les hommes ont... Alors là, on parle du corps parfait, non pas du robot parfait. Le corps parfait masculin, il est comme celui des dieux. Pour le corps des femmes, vous avez vu, on a de tout. On a Pygmalion, la femme parfaite, qui est aussi après une épouse parfaite. C'est vraiment le modèle même de la femme. Mais elle est en contre-pied à la première, à Ève des Romains, Pandora, qui est la même chose. Elle est physiquement parfaite, elle est intelligente, brillante et tout, mais elle est rusée, elle est vicieuse, elle est mauvaise, et c'est le beau mal, comme dit Homère. Elle apporte le mal aux hommes. Quand ils ouvrent la boîte de Pandore, alors ça commence, n'est-ce pas? Et voilà, c'était le début. Ceci dit, c'est Vénus qui est nue, représentée nue. Vénus est toujours nue et c'est le corps parfait. Voilà. Tu as parlé beaucoup des femmes, et je comprends très bien que tu parles des femmes, c'est bien, mais est-ce que réellement il n'y a pas de texte qui montre la création d'hommes monstrueux, d'hommes qui sont au service d'un démiurge, comme par exemple, bien sûr, après le mythe du golem, le mythe de Frankenstein? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans l'Antiquité? Talos est un peu ça. Et puis le taureau, le minotaure et tout ça, c'est déjà des monstres. Puis un bel exemple que nous connaissons tous, que nous avons même vu au cinéma, c'est l'histoire des Spartes, quand Cadmos, c'est l'origine des grandes familles d'Argos, je crois. Cadmos, le héros mythique, tue un dragon. Il lui arrache ses dents et au moment où il faut des guerriers, il sème ses dents et pousse des êtres, des robots, des êtres animés, les Spartes, ils ne sont que guerre. Ils se battent entre eux, ils s'entretuent et quand il n'y a plus que 5 ou je ne sais pas combien de survivants, Cadmos les arrête et sont les ancêtres des familles aristocratiques de sa cité. C'est un exemple des monstres qui ne sont là, vous l'avez vu peut-être dans le célèbre film sur les Argonautes, avec des effets techniques qui sont folkloriques aujourd'hui, mais c'est l'exemple des monstres. Mais à un moment donné, le héros intervient, il arrête, et après ils deviennent des hommes de grande valeur. C'est la création d'hommes, enfin, ils peuplent la nature. Voilà. Il y a aussi des monstres, mais qui sont là. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais Talos est un exemple de monstre de ce type, qui garde l'île et terrifie tout le monde. Mais on ne crée pas, il n'y a pas de dérapage en quelque sorte dans ces histoires, celles que nous avons. Ah oui, c'est pas grave. Bon, là, c'est pas pratiquement, il ne s'agit pas de débattre. Je laisse le débat entre les spécialistes. Je ne suis pas ni romanisant ni hellénisant, plutôt anthropologue, mais c'est juste, je suis été très intéressé par votre exposé. Je suis anthropologue et j'ai juste une petite remarque et deux petites questions. C'est une remarque un peu d'ordre comparatiste, d'un comparatisme weberien cher à Paul Veyne. C'est quand vous citez Ovide et le texte des Métamorphoses, il s'agit de la pétrification des prostituées. Et ça m'a fait automatiquement surgir, ça m'a rappelé une tradition arabe pré-islamique où il s'agit pratiquement de la statue d'une femme qu'on a retirée de la maison de Dieu, de la Mecque, celle de Naïla, un nom qui est encore courant, parce que pourtant on est tous musulmans. Donc cette déesse, c'est une femme
qui a été punie pour avoir commis l'acte charnel à l'intérieur même de la Kaaba. Elle a été pétrifiée. Pétrifiée. La pétrification, c'est comme une manière de retirer la vie. C'est juste une remarque. C'est entre deux cultures qui n'ont aucun rapport entre elles. On trouve vraiment des phénomènes qui sont un peu semblables. Là, la similitude et ça, le comparatisme. Et pour le reste, il y a juste deux petites questions pour un profane dans la matière. C'est le rapport de la nudité de Dieu, en l'occurrence Vénus, avec le côté artificiel. En quoi c'est artificiel? Une autre petite question pour savoir plus, juste une curiosité. C'est le statut de l'écrit comme aide-mémoire d'un savoir essentiellement et fondamentalement oral. Aide-mémoire d'un caractère artificiel, cognitif. Ouais. Alors pour la nudité, vous... Oui, la nudité en quoi c'est le côté artificiel? Oui, la nudité des dieux, pour moi, c'est l'image même de leur perfection. Elle est en quelque sorte naturelle, cette perfection. Ils sont comme ça. Les hommes, ce n'est pas à leur portée. Et alors, quand on fait des images de ce type, ce que dit Socrate et ce qu'on sait aussi sur la théorie de la sculpture des anciens déjà, ce sont des corps complètement artificiels, qui ne correspondent pas à nos corps. Si un anatomiste se met à comparer, il dit mais ce corps, c'est une création de Frankenstein. Personne n'a des dimensions, des mensurations aussi parfaites. C'est une construction. Ça, c'est pour cela. La deuxième chose, c'est sur la mémoire, le texte. Oui, il y a tout un débat sur l'écrit. Pour Platon et d'autres, l'écrit c'est une parole morte, inanimée. Certains, manifestement, accordaient trop d'importance à ce qui était écrit. Ils disaient, en quelque sorte, pour eux, c'était un objet autonome qui avait sa valeur en soi. Pour Platon, c'est une chose morte. Et seul compte le locuteur, celui qui parle, qui transmet par la parole la vérité ou tout ce que vous voulez, parce que lui, il est autonome, il a la vie. La feuille restera toujours une feuille. Un livre ne dira jamais autre chose que ce qui est écrit dedans. Et c'est ça un peu sa position. Et lui, il ne voulait pas mettre par écrit. C'est par lui aussi qu'on connaît une tradition sur les Celtes qui interdisait d'écrire leurs règlements, leurs... Je rebondis dans le comparatisme. C'est extraordinaire, c'est parce que là, on retrouve le statut de l'écrit avant même qu'on permette la transcription du Coran. C'était le même débat. Ah, ouais. Ah oui, il y a toujours eu ce débat dans le passage entre l'oral et l'écrit, toujours. Je pense à l'histoire de Phryné, modèle de Praxitèle, qui a été acquittée alors qu'elle était accusée d'impiété, je crois. Ouais. Elle s'est présentée devant le tribunal de l'Élieu, a laissé tomber ses voiles et a été acquittée par la beauté. Alors justement, là, on voit que pour une fois, c'est une femme, une humaine. Ouais. Elle n'a pas, elle n'a pas ce côté rusé, enfin, enfin. Là, justement. Mais on pourrait dire qu'elle utilise les artifices de Pandora, parce que là, dans le tribunal, il y avait beaucoup des Grecs lubriques, des hommes, et ça n'a pas dû leur déplaire. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quand même la première qui a posé nu. C'est le premier modèle nu, parce qu'il y a aussi ce problème. Comment je crée une statue de déesse? Alors je peux le faire de façon très schématique, mais si je veux aller être au plus près du corps humain, mais faire un corps parfait, il me faut quand même un modèle, d'après la nature. Et Phryné était justement, je crois, la première qui a accepté de poser ainsi. Et donc dans le tribunal, elle montre sa perfection, elle ne pouvait donc pas, elle était divine. Oui, c'est un peu ça le langage des gestes qu'elle montre. Regardez mon corps, vous trouvez que je suis impie, je suis une déesse, entre guillemets.
Ma deuxième question... Ça résonne sur ça. Hein. Oui. C'est le personnage de Frankenstein. C'est une création du 19e finalement, et c'est un monstre. Ça n'est pas, donc on est en dehors. Est-ce qu'on a l'équivalent dans la mythologie antique ou non? C'était la question de Pierre Corvol. Moi, je ne vois que Talos ou des créatures comme le Minotaure, mais là, l'artisanat n'intervient pas. Mais Talos est un monstre parfait, qui est un être animé qui terrifie tout le monde, qui garde l'île de Crète, qu'il parcourt chaque jour 3 fois, je crois, et qui est absolument imbattable. Mais il est beau quand même, d'après du moins le vase que vous avez montré. Ce qui est très intéressant, moi je m'attendais à voir un monstre. Oui. Mais les Grecs, non, pour eux, c'est un bel homme, c'est un bel athlète. C'est ça qui est très étonnant. Je crois que justement, ce que je disais, pour eux, le robot, ce n'est pas une machine comme pour nous. Frankenstein, ça c'est vraiment ses créations, c'est notre imaginaire. Pour nous, un être artificiel est forcément un monstre. Pour les anciens, il peut être monstrueux, il peut être parfait, il peut être vicieux, tout ce qu'on veut. Pandora est parfaitement belle, mais c'est un monstre. Mais elle reste belle parce qu'elle s'approche de cet idéal d'être parfait, artificiel, avec toute la perfection. Pour nous, un être artificiel doit plutôt être laid ou monstrueux. Et c'est ça que le personnage de la création de Frankenstein exprime. Ce qui est amusant, alors pour les techniques intellectuelles, on peut encore en parler. J'ai montré My Fair Lady, cette image du professeur Higgins et d'Eliza Doolittle, et puis une deuxième version irlandaise, Educating Rita, qui est extraordinaire, que je vous conseille. C'est un professeur et une dame qui est coiffeuse et qui veut avoir l'érudition universitaire. Et tous les deux, alors là, on est dans ce que j'ai dit à la fin, on transforme ces personnages en dames de la haute société d'un côté, physiquement, on lui apprend à marcher, à se comporter, à s'habiller, puis on lui apprend aussi à parler de façon artificielle, pas comme elle le fait naturellement, et puis on cultive son intelligence, et de l'autre côté, on apprend aussi à cette dame qui vient du prolétariat irlandais à parler correctement. Mais c'est plus intéressant dans la version irlandaise de ce film irlandais parce que le professeur, il tombe évidemment comme Pygmalion amoureux de cette dame, mais il est fasciné par son côté naturel et il déteste la créature artificielle que par les techniques physiques et intellectuelles il crée parce que pour lui, elle devient un monstre après, elle devient l'équivalent de ses collègues. Et il n'a aucune envie d'aimer un de ses collègues c'est un ivrogne fini, etc., parce qu'il est mal à l'aise, etc. Alors qu'elle ne cherche qu'une seule chose, retourner dans la banalité universitaire. C'est très amusant comme film. C'est une autre version de Pygmalion, peut-être même flamboyante que My Fair Lady, ou les pièces de théâtre de Shaw, qui sont à l'origine de tout ça, mais c'est un peu cela. Il y a monsieur qui voulait prendre la parole. Il nous donne la parole. Oui, il y a madame qui veut prendre la parole. Est-ce que les divinités qu'on représente nues, c'est pas pour montrer aussi qu'elles sont décomplexées par rapport et que les mortels sont montrés habillés? Bien sûr, on imagine les dieux au-delà des convenances humaines, des conventions, mais je crois que c'est aussi la perfection. C'est la perfection qui n'est pas humaine. Il n'y a pas, aussi bien chez les mortels que chez les divinités, la distribution est injuste, il y a des moches et il y a des beaux partout. Les dieux sont tous beaux sauf Vulcain. Les dieux sont tous magnifiques sauf Héphaïstos. Et on s'en moque parce qu'il n'est pas à sa place. Déméter, par exemple, elle n'est jamais représentée. Diane. Oui, il y a là quelques divinités, comme c'est aussi lié au statut, n'est-ce pas, de la déesse. Parce qu'une jeune vierge, une femme digne, qui n'est pas encore mariée, on ne la présente pas comme, ou qui n'est jamais mariée, on la présente toujours habillée. Ou les matrones aussi.
Les matrones aussi. Mais Vénus, en fait. Il y a Vénus, il y a les grâces, il y a... Les grâces, les nymphes sont toujours nues. Les Néréides, oui, oui. Oui, on peut aller voir un peu plus loin, parce qu'une matrone, une femme mariée, qui, bon, elle n'est pas ainsi. Hélène est quand même aussi la représentation d'une mortelle la plus belle. Oui, oui. Oui, mais la plus belle mortelle n'est pas une déesse. Il faut quelque chose de plus. Que les dieux l'élèvent au ciel. Quand ils sont représentés, on ne les voit jamais de tous les côtés. Donc le côté moche, il peut être... la ronde bosse aussi. Si, en ronde bosse, si. Elles sont parfaites, madame, ne vous en faites pas. Et ça devient même une convention. C'est à la fin, c'est un langage d'artiste. On met quelqu'un de nu, c'est un dieu ou une déesse. Mais vous avez raison que suivant leur statut, Athéna, qui est toujours vierge, eh bien, elle ne peut pas se comporter comme une matrone, comme une femme, comme Vénus, comme Aphrodite, qui est vraiment dans son business, n'est-ce pas? Mais les hommes, nus, sauf Héphaïstos. Je voudrais savoir si, parce que comme vous venez de dire, ces dieux, ces créatures qui donnent la vie, sont tellement, ça paraît plus évident, ils sont très artificiels, parce qu'ils sont faits exactement à l'image de l'homme, surtout qu'ils ont besoin de l'aide de ces petits dieux fonctionnels, comme les nymphes et Déméter tout à l'heure. Je voudrais savoir si les Romains, dans leur forte piété, ils croient vraiment à ces aides artificielles, est-ce qu'ils s'obstinent, bien qu'ils savent, c'est évident finalement, sont artificiels, pourtant ils vénèrent ces créatures qu'ils ont eux-mêmes créées. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de croire en quelque chose et donc ils continuent à croire à ces idoles? Ce n'est pas un problème. Si vous voulez, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir partagé par tout le monde. On ne s'est jamais posé des questions sur ça, parce que les dieux, ce n'est pas cela. Les dieux, c'est des actes cultuels qu'on leur offre, etc. C'est des rapports, des obligations cultuelles. C'est ça la religion, le domaine de ce qui est vraiment sérieux. Là, nous sommes dans la réflexion sur ce que c'est un dieu. Et les dieux, ils savent qu'ils sont là et qu'il faut les honorer, on le fait et ça suffit. À côté, on peut se demander, mais un dieu, c'est quoi? Et là, on dit, un dieu, c'est la perfection. Une déesse, c'est la perfection. Nous, c'est l'imperfection. Et d'ailleurs, tout le culte montre toujours l'immortelle beauté, l'immortelle supériorité des dieux par rapport à l'infériorité humaine. Et une façon d'être inférieur, c'est d'être laid, comme nous sommes tous. Et donc ça, c'est un discours, ce n'est pas une croyance, c'est une façon de raisonner sur eux. Et d'autre part, il y a dans toute la culture antique une interrogation sur la notion de l'acte, de l'agent. Qu'est-ce qu'un agent peut faire? Et tant qu'on n'a pas inventé l'agent unique, et il faudra... Les anciens y pensaient, mais ça ne les satisfaisait pas. Ils creusaient toujours un peu plus loin, jusqu'à ce qu'on trouve l'agent unique. Et Augustin se moque ici des païens en disant « Vous êtes ridicules avec tous vos petits dieux fonctionnels. Un agent unique, ça résout le problème. » Enfin, c'est l'œuvre de Colomb. Enfin, mais c'était une révolution. C'est pas ainsi que les anciens pensaient. Et d'ailleurs, les chrétiens, pas non plus vraiment, je crois. D'autres questions? D'autres interrogations? Je crois que ce sera, j'espère, Françoise Héritier-Auger qui parlera des chimères, mais tout de même, me vient à l'esprit, bien sûr, le centaure. Est-ce que par qui a été créée cette image allégorique du centaure? Est-ce que ça correspond à une nécessité, par exemple, d'avoir cette greffe en quelque sorte monstrueuse, mais est-ce que ça correspondait à un besoin pour remplir une fonction particulière? D'où est venue cette chimère? Pour autant que je me rappelle, nous sommes là dans une époque originelle, très ancienne, très éloignée, où les êtres ne sont pas vraiment définis. Il y a les dieux, il y a des héros,
il y a là des géants, il y a des monstres, des êtres hybrides qui sont l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, et qui se battent entre eux. Et il y a une sorte d'élimination progressive. Mais c'est né ainsi, ils étaient là. On nous les prend, c'est le chaos. Je crois que c'est aussi une réflexion sur la monstruosité, puisqu'on en est revenu à cela, ou sur la sexualité. C'est un état de confusion de tout. Tout est dans tout et réciproquement, jusqu'au moment où, par une sorte de sédimentation lente, eh bien, sort le monde tel que nous le connaissons, avec des dieux qui ne sont pas des monstres, parce qu'il y a aussi des dieux beaux, mais monstrueux. Chronos, enfin, ou Tantale, c'est des monstres. Cannibalisme, enfin, on dévore les enfants, on sert les enfants des dieux à leur propre père, etc. C'est des comportements monstrueux. Et ça, Zeus, avec l'aide des Olympiens, il y a mis un terme. Et bon, mais les autres sont là, ils sont partis du chaos, il n'y a pas de vrai créateur. Les dieux grecs ne sont créés par personne. Enfin, ils sont créés comme nous, ils sont là un jour, personne ne les crée vraiment. Sauf quand ils commencent à avoir des voilà. Le ciel, Zeus, et Gaïa, la terre, et puis ils couchent ensemble et ça commence à mettre en route le tout. La première génération, et après, c'est le chaos qui s'installe. C'est seulement quand Zeus a le pouvoir qu'une vie sociale... C'est représenté à Athènes, le Parthénon, ce combat. La gigantomachie. La gigantomachie entre les géants et les hommes, donc qui finit par la victoire de la lumière sur l'ombre et sur le chaos, c'est ça. Il y a aussi toujours ces dragons et tous ces serpents. Mais Chronos est représenté beau, je pense au tableau de Goya, par exemple, où on voit que Chronos est en train de dévorer, et on ne peut pas dire que là, ça vient de Goya, mais là, la statuaire, on ne va pas le connaître par cœur. On connaît très peu d'images de Chronos, en fait. C'est très étrange, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est une raison? Je ne sais pas. C'est Zeus qui s'en est débarrassé. Zeus s'en est débarrassé, oui. Oui. Il y a des dieux jeunes. On raconte des gestes de dieux tout jeunes, mais des enfants dieux. Il y a les poutis, les petits, les héros qui volent autour de Vénus, qui sont un peu ses instruments. Nous le voyons tous tirer une flèche. C'est l'activité d'Aphrodite, la flèche qui est envoyée. Ils sont au service des dieux. Mais il n'y a souvent Dionysos jeune, ça existe. On parlait à l'instant de Chronos, eh bien Jupiter enfant, Zeus enfant, il y a toute une histoire de Zeus enfant. Il y a Ganymède, mais c'est un mortel élevé, c'est un éphèbe élevé au ciel, etc. Il y a des histoires comme cela, mais pas un dieu statutaire, le jeune. Ça, je ne connais pas. On a des cycles qui sont représentés beaux, jeunes, pour la plupart, sauf pour quelques-uns. Il y a la première génération qui sont Zeus, Poséidon et puis Héra. Et puis après, il y a la génération d'après qui sont vraiment les éternels jeunes, les éternels beaux, les gens merveilleux, enfin des dieux merveilleux. Et alors, on représente de temps en temps, Mercure aussi représenté enfant, mais pas des dieux qui sont, sauf les érotès, sauf les dieux amour, qui accompagnent toujours le cortège de Vénus. Et parce que dans la mythologie grecque notamment, il y a après des mariages plus ou moins monstrueux, et là les dieux peuvent engendrer des monstres, comme le Minotaure, qui est quand même le fils de Jupiter aussi. Et donc il peut se produire des mélanges non naturels qui créent des êtres monstrueux. Dans ce cas-là, oui.
Mais sinon, les dieux ont des enfants qui, après, ont des cycles dans leur enfance, comme Héraclès aussi. Il a une enfance et après, nous, on le connaît comme dieu, des héros. Mais les enfants des dieux avec des mortels, c'est très original, c'est très intéressant, parce que ça crée des êtres bizarres, comme Hercule, qui est un héros d'abord humain et avant d'être élevé au ciel. La transgression, oui. Et Hercule, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment beau, hein. Il est assez monstrueux. Hein. L'Hercule Farnèse, c'est un monstre. Hein. Ça dépend des goûts, là aussi. C'est Schwarzenegger, moi je suis peut-être jaloux, mais c'est pas mon genre. Ah non, il est monstrueux, l'Hercule Farnèse, enfin. Mais il était dans les termes de Caracalla, il était très, très loin, donc il ne faisait pas aussi monstrueux que quand on le voit face à face. Mais ça aussi, la taille d'une statue divine, c'est aussi un signe comme la nudité de la puissance surhumaine. Voilà. Monsieur Chac, tu dis que dans certains tableaux, le corps des hommes sont plus... les corps les plus beaux sont les corps des hommes, mais dans certains tableaux de mosaïque, notamment le tableau de mosaïque romaine, nous constatons que les femmes aussi sont très belles, notamment les déesses, comme Diana chasseresse, la déesse de la chasse, et aussi la déesse du printemps. Non, moi, quand je dis cela, je blague, n'est-ce pas? Mais il est vrai que pour les hommes, les créations à part, c'est les créatures hybrides issues des folies de Jupiter, par exemple, qui s'intéressent un peu trop aux dames, et ça peut aboutir à des déraillements naturels. Normalement, les hommes, il n'y a pas de problème, ils sont beaux. Les dieux masculins sont beaux. Pour les femmes, quand on regarde ces traditions, elles sont tout à fait belles, mais vicieuses. Elles sont mauvaises. C'est le beau mal, comme Pandora ou d'autres divinités. Donc, c'est en ce sens qu'elles sont moins belles. Mais vous ne voyez rien, elles sont parfaites. Physiquement, elles sont parfaites comme les autres, mais elles sont vicieuses. Ah, c'est tout l'imaginaire antique sur les femmes qui s'exprime là-dedans. Agathos, voilà, qui est l'être parfait, qui est bon et beau. Absolument. Quant aux déesses, qu'elles soient belles, le printemps ou comme ça, je connais des exemples dans un lieu qui m'est cher où elles ont plutôt l'air de boxeurs que de belles femmes, mais enfin. D'autres questions? Eh ben, John, merci. C'est moi qui vous remercie. Très intéressant.